Bonsoir, buonasera. Bienvenue donc à cette soirée, cette causerie littéraire dans le cadre de la semaine italienne de la commune, organisée par la commune de Saint-Gilles, Pronto Italia. Mais voilà, la Maison du Livre avait envie de participer à cette semaine, et évidemment à partir de la littérature, puisque c'est quand même notre objet principal, et parce que on sait que l'immigration italienne en Belgique est fortement présente depuis longtemps, et qu'il y a parmi les différentes générations d'immigration italienne en Belgique, beaucoup d'artistes, dont des autrices, des auteurs, des poètes, des poétesses. On a organisé cette soirée en partenariat avec le Casuo, qui est une organisation historique de l'immigration italienne ici à Bruxelles. Et en la préparant, le Casuo nous a fait part d'une recherche-action qu'ils ont réalisée sur les nouvelles générations, les nouvelles migrations italiennes à Bruxelles, et dans laquelle il ressort qu'il y a vraiment des nouvelles générations qui arrivent, qui ne sont pas le stéréotype ni de l'eurocrate, ni de la fuite des cerveaux, mais qui est une nouvelle génération d'Italiens qui vient en Belgique parce que la situation est très difficile là-bas, qui vient en Belgique en espérant trouver des perspectives moins précaires, travailler soit dans le social, soit dans l'artistique, et qui découvre évidemment la précarité ici en Belgique. Ce qu'il ressort aussi de cette recherche du Casuo, c'est que entre cette génération d'Italiennes et d'Italiens qui est fraîchement arrivée et l'immigration historique qu'on connaît bien en Belgique, celle aujourd'hui dont les parents sont arrivés pour venir travailler dans les mines puis dans la sidérurgie, eh bien il y a peu d'échanges. Et donc un des buts de cette soirée, c'était d'avoir un dialogue entre ces deux générations, un dialogue de nouveau littéraire, puisque c'est notre objet. Nous allons donc parler avec des autrices, auteurs ou traductrices de ces deux générations, du passage d'une langue à l'autre, tout simplement. Comment, quand on vit en Belgique depuis longtemps, depuis moins longtemps, et qu'on écrit ou qu'on traduit, comment on reste ou pas influencé par sa langue d'origine ou celle de ses parents, l'italien. Je vais donc proposer pour commencer à chacune et chacun de nos invités de nous dire en quelques minutes, ce ne sera pas le cœur de notre discussion, de nous raconter un peu leur parcours ou celui de leurs parents, comment leur famille est arrivée en Belgique, ou comment vous êtes arrivés, vous, en Belgique, pourquoi vous avez décidé d'y rester, qu'est-ce que vous continuez, quels sont les liens que vous continuez à entretenir avec l'Italie, et puis, très rapidement, donc dans ce parcours, comment la question de l'écriture, du rapport à l'écrit est arrivée dans ce parcours. Je propose de commencer par Tilde Barboni, qui est on va dire de la génération qu'il a depuis un certain temps en Belgique, donc qui a déjà publié beaucoup de choses. Tilde, on va le faire à l'italienne, nous allons nous tutoyer. Tilde, tu es psychologue, enseignante, traductrice, mais surtout autrice aussi bien de nouvelles, de pièces de théâtre, dont par exemple Imprévu dans un musée, de feuilletons radiophoniques, dont Simenon, Une vie ne suffit pas, de romans graphiques, Les anges visiteurs et Ibakusha, qui est ici en vente, où il est question de traduction aussi, et d'une dizaine de romans, dont L'exil du centaure, Affaires de famille, et tout récemment Les enfants de Cinecittà. Voilà, je propose que tu commences par nous dire en quelques minutes le parcours de ta famille et le tien et le rapport à l'Italie, et puis l'arrivée à l'écriture. Oui, bonjour à tous et merci d'être là parce que c'est toujours très, très sympathique comme réunion. Alors, moi, ma famille, en fait, c'est assez simple. Mon père est arrivé en 1953 en Belgique. Il était en transit parce qu'il devait repartir pour l'Australie. Et c'était une immigration. Il venait de la région de Rome et il immigrait comme beaucoup de jeunes à l'époque, de jeunes Italiens. Et il a rencontré ma mère en Belgique et il est tombé amoureux de maman. Maman qui était
avec une double origine aussi, puisque son père était hollandais et sa mère belge. Il est tombé amoureux, il est resté en Belgique. Et donc, ils se sont mariés. Je suis née quelques années plus tard. Moi, je suis donc née en Belgique et ma langue maternelle est le français. Mais j'ai quand même une histoire un peu particulière parce que toute petite, mes parents qui travaillaient beaucoup et qui n'avaient pas de famille en Belgique pour s'occuper de moi en tant qu'enfant, m'expédiaient en Italie. Et ils m'expédiaient chez la mère de mon père dans les Marches, dans un petit village des Marches. Et donc je me suis retrouvée toute petite, sans connaître la langue, perdue, un peu désespérée, dans un contexte italien qui était complètement différent du contexte dans lequel je vivais, un peu archaïque. Et j'ai appris l'italien comme cela. Quand je rentrais en Belgique, je ne savais plus parler français. Donc voilà, mon rapport à la langue est très particulier parce que bien que le français soit ma langue maternelle, l'italien est une langue de choc, je dirais, et est une langue qui appartient aussi à un univers mythique, parce que vous imaginez une petite fille de 3-4 ans qui arrive dans un endroit où elle voit des gens qui ne ressemblent absolument pas aux personnes qu'elle fréquentait, parce qu'on était à la campagne, et dans ces années-là, c'était encore assez archaïque en Italie, et qui découvre plein de choses qui l'émerveillent et qui lui font peur aussi. Et donc l'italien est une langue liée à l'imaginaire. Alors j'ai écrit une dizaine de romans. L'Italie n'est pas toujours présente dans ces romans. Dans le dernier, c'est un roman qui se passe à Rome avec des auteurs, avec des personnages italiens tous. Et c'est une manière de retrouver cette italianité que parfois je n'ai pas vraiment explorée. Voilà. Et j'ai enseigné pendant des années la traduction et l'interprétation de l'italien vers le français, et aussi les institutions, l'histoire du fascisme, etc. Et donc, mon rapport à l'Italie est un rapport, je me sens un peu coupée en deux, c'est un peu... j'ai l'impression d'être pourfendue, un peu comme le vicomte pourfendu, parce que j'ai une moitié très belge avec ma langue maternelle, et une moitié italienne, qui est un peu mystérieuse même pour moi d'ailleurs. Voilà. Et tu voulais savoir autre chose? Juste, comment tu as commencé à écrire? Alors, ça c'est lié à mon enfance. J'étais une petite fille très solitaire. J'ai pas eu une enfance très heureuse. Et donc, pour échapper à tout cela, moi, je m'évadais complètement dans l'imaginaire en permanence. Et j'ai commencé à écrire, à inventer des histoires toutes petites. En primaire, par exemple, tous les matins, j'avais mes copines qui m'attendaient derrière la grille pour que je leur raconte les aventures de mes chats. Mes chats étaient des chats tout à fait normaux, ils ne vivaient aucune aventure, mais j'inventais des tas d'aventures et tout. Et donc à partir de 6 ans, j'ai commencé à inventer des histoires. Et mes premières nouvelles, j'ai commencé à les écrire à 15-16 ans. Et mon premier roman à 20 ans, j'ai pas arrêté. C'était une manière de supporter la réalité. Et puis... c'est comme ça que l'écriture... En fait, je me suis toujours... Si j'y repense, j'ai toujours été dans le monde réel, et avec ma tête un peu dans les nuages, en inventant des tas d'histoires, quoi. Donc l'imaginaire est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que ce rapport à l'imaginaire, c'est la première fois que je le mets dans un roman, puisque ce héros, mon héros, échappe aussi au réel en étant dans l'imaginaire et en se tournant vers le cinéma. Mais l'écriture a été toujours présente dans ma vie. Et chaque fois que j'ai écrit quelque chose, j'ai toujours dit maintenant c'est fini. Après mon premier roman, j'ai dit ah non, mais c'est pas possible, le temps que ça prend, c'est épouvantable, etc. et tout. Quelle souffrance, c'est pas possible. Chaque fois j'ai dit c'est fini. Et puis j'ai chaque fois été réenvahie par une autre fiction. Et puis voilà, les bouquins se sont accumulés. Ça reprend et nous reprendrons. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Niccolò Gugliozia, c'est comme ça qu'on prononce? Gugliozia. Donc, génération plus jeune, arrivé plus récemment en Belgique. Tu es poète, slameur, surtout. Tu participes à différents collectifs artistiques en Italie et en Belgique, mais tu es aussi travailleur social et tu donnes des ateliers d'écriture vraiment dans une perspective d'éducation populaire et de cohésion sociale. Tu as publié un premier recueil en italien.
je ne vais pas oser prononcer le titre, je risquerais de l'écorcher, tu vas nous le dire. Mais donc tu vas peut-être nous raconter surtout pourquoi tu as décidé de venir en Belgique, quand et pourquoi tu y es resté. Et puis Oui. comment tu as commencé à écrire en Italie et comment tu écris ici. Ok, et bonsoir tout le monde. En fait, je suis italien, je dirais première génération de migrants. En fait, je suis arrivé ici il y a 2 ans. J'avais fait un parcours d'études avant en Belgique, ce qui m'a ramené après, qui m'a poussé à revenir ici après. Donc, j'ai commencé très vite à me rapprocher de la poésie, notamment de la poésie expérimentale et orale, la poésie performative. Donc en 2010, plus ou moins, j'ai connu la poésie slam, en anglais Poetry Slam. En fait, c'était un genre qui venait de naître, en fait, qui était arrivé en Italie au début des années 2000. En fait, les slams, c'est un genre de poésie orale performée qui est né aux États-Unis aux années 80 et qui vise à ramener la poésie sur un terrain oral scénique. J'ai venu des expériences d'écriture et du théâtre, donc j'ai tout de suite vu dans le slam un dispositif intéressant en ce qui concerne sa portée pédagogique et disons, les ressources que ce type de langage peut apporter dans des milieux qui ne sont pas littéraires en soi. Donc, comme j'ai étudié l'anthropologie, j'ai commencé parallèlement. Ouais, ça. Ok. Ça va mieux comme ça? C'est pareil. Si. Vaut mieux avec. Ok. Comme j'ai venu de l'anthropologie. Oui, avec, parce que nous enregistrons. Ok, parfait. J'ai étudié les sciences sociales et l'anthropologie. Donc, pendant mes études, je me suis rapproché du slam et de la poésie en général, de la poésie littéraire, textuelle. Mais notamment, c'est avec les slams que j'ai commencé vraiment à concevoir une modalité d'interpréter la poésie en tant que langage oral qui peut effectivement apporter une démarche au sein d'un milieu social et culturel. Donc, tout de suite, j'ai commencé à développer des projets du slam au sein des écoles, milieux socialement fragilisés. Et c'est à partir de là que ça a commencé petit à petit ma carrière aussi des travailleurs sociaux. Donc disons que j'ai choisi de parler des slams aussitôt parce que je trouve que c'est les slams qui m'a permis vraiment de commencer à concevoir un peu mes doubles champs d'activité d'aujourd'hui, les travails sociaux et l'art. Et je suis arrivé en Belgique en tant qu'étudiant, donc migration classique des jeunes italiens, Erasmus avant et travailleurs après. C'est une migration économique, à la base, il n'y a que le travail derrière, donc il ne faut pas tourner autour de ces points. Et ici, j'ai entrepris un parcours professionnel dans la médiation culturelle et dans la gestion des projets socioculturels en milieu multiculturel. Maintenant, je travaille vraiment sur la portée interculturelle du slam, notamment le fait qu'en tant que langage oral, accessible, populaire, peut faire beaucoup de choses pour plusieurs milieux, à mon avis. Démunis, fragilisés et populaires. Voilà, si j'ai répondu un peu à... Merci. Migration économique, je pense que c'était aussi celle des parents de Carmelo Virone. Carmelo, tu es auteur, mais aussi journaliste culturel. Tu as travaillé dans l'éducation permanente. Tu as travaillé longtemps pour la revue Indication. Et tu as... Pas du tout. Pas du tout. Non. Le carnet des instants. Le carnet des instants, pardon. Autant pour moi. Et tu as ce point commun avec Tille Barboni d'avoir aussi écrit dans des registres assez différents. Une écriture hétéroclite, puisque tu écris des essais, des articles, de la poésie, Femmes avec enfants entourées d'animaux, et plus récemment Danser dessous, et des nouvelles du jardin, et ici en vente Battre les cartes. Je te demanderai aussi donc de nous parler du parcours de ta famille, puis du tien, et de ton arrivée en écriture. Oui, le premier moteur, c'est, comme Nicolas l'a dit, c'est la misère. Évidemment, on n'a pas
On a pour... Voilà. Mais vous n'êtes jamais content, hein, parfois trop près, parfois trop loin. Comme ça va? Donc là, donc, on n'a pas de boulot. Donc mon père a émigré en 1947, à l'âge de 25 ans. Il s'est retrouvé, je ne sais pas pourquoi, pas dans les charbonnages, mais dans une usine sidérurgique. Son frère l'avait précédé de quelques mois et de quelques années. Je ne connais pas très bien cette période. Et puis, comme il ne pouvait quand même pas épouser une étrangère, il est retourné dans son village natal pour épouser ma mère, qui est revenue avec lui en 52. Et moi, je suis né en 57, donc dans ce contexte de la banlieue industrielle liégeoise, où le français était quand même la langue maternelle, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités, en fait. Et que donc, on se retrouvait entre Siciliens de quelques villages différents, mais enfin plus ou moins la même région qui était celle d'Agrigento. Et on se retrouvait entre gamins de fils de Polonais, il y avait un Allemand, je ne me rappelle plus, enfin il y avait en tout cas beaucoup de nationalités différentes dans le quartier, donc le français est devenu notre langue commune, notre bien commun. La langue, si bien que la langue de la maison était quand même une langue un petit peu particulière, dans la mesure où c'était souvent une langue mixte. Ma sœur et moi, nos parents nous parlaient en sicilien, et on leur répondait en français en général. Comme ça, par une espèce de mécanisme vraiment du bilinguisme tout à fait pratique. Et inversement, leur langue se matinait de français. Enfin, je me souviens du regard, de la tête ahurie d'un de mes oncles venus de Sicile, quand ma mère lui a parlé du chômaggio, qui est le mot français. Et évidemment, et mon père, revenant de l'usine où il y avait beaucoup de flamands, disait « varkeskop », tête de cochon. Donc ça veut dire que l'identité culturelle, évidemment, était fondée essentiellement sur une socialité ouvrière et pas du tout sur une question de langue. Alors je te vois venir avec ta deuxième question. Comment as-tu commencé, c'est ça? Mais je ne sais pas comment j'ai commencé. Moi, je me souviens comment j'ai commencé à être éditeur. Je découpais des bandes dessinées dans un journal et puis je les collais dans un cahier et c'était très bien. Je pourrais te dire comment j'ai recommencé à écrire après les romanes, qui sont un apprentissage assez, donc les études de lettres qui sont un apprentissage assez épouvantable quand on a envie d'écrire, parce que ces écrivains qu'on rencontre sont tellement grands que ça nous dépasse, quoi. En revanche, à l'université de Liège, en tout cas, on avait une très bonne formation en critique. Et donc, moi, j'ai recommencé à écrire avec, non pas de la critique littéraire, mais avec des gens de critique d'art plastique, parce que j'avais cette particularité par rapport au milieu d'écrire en français, là où tous les autres critiques d'art étaient dans des langues absolument absconses et incompréhensibles. Moi, j'écrivais avec mes moyens de linguiste et de critique pour rendre les choses un peu compréhensibles et pour montrer que ces œuvres d'art contemporain pouvaient avoir du sens, y compris un sens politique et social. Et ce n'est que petit à petit, à travers ce travail de critique, alors qu'il s'est beaucoup développé du côté littéraire à un moment donné, que j'ai développé plus une écriture de poésie ou de fiction, qui n'a vraiment pris racine, au fond, que quand j'ai arrêté d'être critique professionnel, parce que j'ai eu le temps de faire autre chose. Et donc, je crois que la plupart de mes travaux, je les ai publiés, beaucoup d'entre eux, en tout cas, je les ai publiés après avoir arrêté le travail de critique. Et le choix de la langue, de faire des études de langue, je pense, c'était quand même une volonté de me construire des racines dans le pays, en maîtrisant mieux que d'autres la langue. Or que moi j'adorais les maths et tout ça, ça ne me posait pas de problème, mais voilà, il fallait faire prof de français, c'était un horizon pensable pour des gens de mon milieu. Eh bien, je pense qu'on y reviendra sur l'enjeu de se faire reconnaître dans ce pays en maîtrisant la langue. On repasse à une génération arrivée plus fraîchement. Irène Seghetti, tu es à la fois traductrice passionnée de poésie, donc tu traduis de la poésie vers l'italien. Tu es aussi comédienne, un peu metteuse en scène. Tu t'es lancée dans un projet d'écriture, mais c'est encore en cours. Et donc, même chose, je te demanderai de nous raconter pourquoi tu es venue en Belgique et qu'est-ce qui t'y a fait rester et qu'est-ce qui maintenant te décide à écrire. Enfin, j'imagine que c'est lié à ton travail de comédienne. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous.
Oui, voilà. Je suis traductrice et comédienne et je viens d'un village dans les Marches. Peut-être le même. Non, c'est pas vraiment la campagne, c'est sur la côte. Ah non, je connais pas. Ah non, ben voilà. Grottammare, ouais. Et non, pour revenir à mon parcours, moi je suis arrivée il y a 10 ans. Et donc voilà, 2012, j'étais pas la seule à quitter l'Italie, donc peut-être il y en a d'autres dans la salle de ces années-là. Et je suis partie pour étudier la traduction, pour continuer mes études en traduction, parce que c'était vraiment la pleine crise. Et donc voilà, si je voulais continuer avec une bourse d'études, c'était mieux de partir. Et heureusement, en fait, que je suis arrivée là. Je ne sais pas pourquoi, c'était un simple Erasmus au début. Donc, avec mes maigres connaissances de géographie, je ne connaissais pas trop la Belgique. Donc, je suis partie un peu comme ça, sans trop savoir. Et en fait, non seulement j'ai des maigres connaissances de géographie, mais j'ai aussi une maigre mémoire. Parce que mon grand-père a travaillé dans les mines. Et il a fui Marcinelle quelques mois avant. Voilà, donc il y a quand même les deux émigrations, deux histoires d'émigration. Et voilà, pour revenir à nos moutons, comme on dit en italien, heureusement que je suis arrivée... En français aussi. Oups, traductrice. Heureusement, je suis arrivée ici parce que c'est ici que je suis tombée amoureuse du théâtre. Et donc voilà, c'est pour ça que j'y reste. C'est tout. Et tu nous dis déjà un petit mot de ton entrée en écriture? Ah oui, tout à fait. Et c'est dans le cadre du théâtre, on va dire. Et donc voilà, j'ai commencé un petit projet d'écriture pour la scène avec une compagnie. Et donc ce texte, il va être mis en scène bientôt. C'est un travail. Alors, la question qui nous anime vraiment maintenant, c'est quand on est comme vous quatre, habités par deux langues, appartenant à deux cultures, comment ces deux langues, ces cultures se mélangent ou pas dans l'écriture, dans la poésie, dans le slam, dans le théâtre. Et donc... vous allez nous parler de ça. Nous sommes convenus que chacun, pour illustrer son propos en introduction ou à un moment de votre propos, nous lirait un petit extrait de ce que vous avez écrit pour voir s'il y a... Donc, vous écrivez ou slamez principalement en français ou dans les deux langues. Donc on va plutôt parler ici de ce que vous écrivez en français et de voir est-ce qu'il y a de l'italianité dans ce que vous écrivez, comment ça arrive ou pas dans le rythme, dans des expressions qui arrivent de manière voulue ou pas. On va pas faire à chaque fois le même ordre, et peut-être je proposerais de redonner la parole à Carmelo, parce que outre ce que tu vas nous lire et ce que tu vas nous dire de ton écriture, tu as, quand on préparait cette soirée, tu m'as transmis un article, tu as déjà mené une réflexion sur le sujet, tu as écrit un texte qui s'appelle « Assis entre deux langues ». Oui, ça c'était pour simplifier, parce qu'on était devant un public italien, mais en réalité il y a beaucoup de langues qui se mélangent, parce que dans la rue il y avait le wallon. Moi j'ai eu des espèces de parents adoptifs qui étaient wallons, donc je peux tout à fait jurer et parler wallon de Liège en tout cas. Il y avait le français de Belgique, et puis il y avait la langue de Voltaire, toute la langue qu'on apprenait dans les livres et qui n'étaient pas les mêmes, qui n'était pas la même que celle qu'on parlait dans le quartier, et à laquelle moi je m'identifiais très fort. La langue de l'écriture, au point que une des remarques racistes que j'ai eues quand j'étais petit, c'était « mais comme il parle bien français pour un Italien ». C'est bizarre, c'est très paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, n'étant pas d'ici, je me raccrochais à une langue qui était autre que celle
que la langue ordinaire. Donc en fait, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de langues. On est toujours beaucoup, on est toujours un carrefour de discours et de langage très très différents. Alors moi je vais commencer par là. Tu m'étonnes, j'ai pris un texte sur ma mère et un texte sur mon père. C'est curieux, hein. J'ai commencé à interroger ma mère. Ma mère a eu... Enfin, on s'est rendu compte qu'elle avait une maladie d'Alzheimer et donc elle perdait la mémoire. Et je me suis dit, mais au fond, je ne connais absolument rien de sa mémoire de petite fille. On parle toujours de l'immigration, d'abord du côté des hommes et puis du côté du pays d'accueil, les charbonnages, etc. Et puis c'est pareil avec tous les gens, tous les gens de toutes les nationalités qui sont ici. On parle de réfugiés, de sans-papiers, comme si le fait d'être sans-papiers faisait qu'on n'avait pas une histoire. Donc je me suis dit, ben voilà, ma mère, mon père j'avais loupé, j'étais peut-être un peu pas assez mature, mais ma mère, il faut que je lui capte son histoire, au moins par bribes, et puis que j'en fasse quelque chose. Et donc j'ai fait un récit qui est pratiquement achevé, mais qui demandera peut-être une introduction. Et je me suis retrouvé confronté complètement à cette histoire de langue, à la fois parce qu'elle me parlait en sicilien, et que moi je l'enregistrais, puis je transcrivais en français, et que voilà, j'adaptais au fur et à mesure les choses, et puis que la langue, c'est toujours plus qu'une langue. Voilà, il y a évidemment toute une série de réalités culturelles qui sont dans la langue, qui ne sont pas juste des questions formelles. Et donc, je vais vous lire le début de ce que j'ai fait, et puis peut-être un petit commentaire par rapport à ça. Mais j'ai d'assez mauvais yeux pour le moment, donc je vais un peu cligner. Margherita est orpheline. C'est à l'âge de 5 ans qu'on l'a obligée à... Pardon. Oui, je vais faire ça. Oui. Alors, pour tout vous dire, c'est un problème qui concerne les gens un peu âgés, c'est que je me suis fait opérer de la cataracte récemment et que je n'ai pas encore les lunettes adaptées. Voilà. Vous savez tout. Margherita est orpheline. C'est à l'âge de 5 ans qu'on l'a obligée à revêtir une robe noire parce que sa mère venait de mourir. Elle dit qu'elle n'oubliera jamais ces derniers mots. Veillez bien sur cette petite. Se rappelle-t-elle vraiment ou a-t-elle reconstitué ce souvenir qu'après coup? Qu'importe. Il est gravé dans son cœur. C'est un baume, une consolation. Sa mère lui a dédié sa dernière pensée. Elle déteste le noir. Elle ne comprend pas quel plaisir les jeunes, ces gens-là, peuvent éprouver à s'habiller en noir. Elle raconte qu'elle avait demandé aux pleureuses auxquelles elle voulait se joindre, « Et moi, qu'est-ce que je dois pleurer? Kaya Kanjeli » Pleurer comme il se doit, ce n'est pas seulement tirer les larmes de ses yeux, c'est également extraire les mots de sa douleur. Et on lui avait répondu, à elle qui n'avait que 5 ans et venait de perdre sa mère, « Et si tu disais « Mamoud Samia », ma petite maman chérie ». Voilà, c'est un petit peu le travail de la difficulté que j'avais. Effectivement, quand elle me disait « Qu'est-ce Kaya Kanjeli », ça veut dire littéralement « Qu'ai-je à pleurer ? Que dois-je pleurer ?» Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque qui faisait qu'une pleureuse, ça dit des mots, quoi. Ce n'est pas juste une douleur qui se cache derrière des lunettes noires comme on fait maintenant chez les jeunes. Enfin non, on exprime sa douleur et ce n'est pas une vraie douleur si on n'exprime pas totalement avec les mots qu'il faut. Voilà. Et puis alors le deuxième texte que je vais vous lire, enfin je vais vous lire un extrait. Je vais l'imprimer encore plus grand. Ça s'appelle Lingua Storta, que je traduirai par langue de travers. Hop. Lo so che scrivendo in italiano ho poche parole, non conosco le regole e il verso dei versi, ma così sono come i poveri che hanno parole di poveri per dire fame, disgrazia, o far capire ai loro figli senza aprire la bocca l'amore che hanno, fatte di muscoli, di sangue, di spavento pensando all'indomani incerto, di gioia anche quando il figlio sarà il nuovo Maradona, la figlia Madonna mia, dottoressa o Miss Italia. En écrivant, donc je le traduis pour les étrangers, en écrivant en italien, je le sais que j'ai peu de mots, je ne connais pas leurs règles,
il verso dei versi, come si direbbe? Il verso dei versi. La voix des vers, oui. Le tour des vers, comment on s'y prend pour tourner des vers. Mais ainsi, je suis comme les pauvres qui ont des paroles de pauvres pour dire faim, malheur, et faire comprendre à leurs enfants, sans ouvrir la bouche, l'amour qu'ils ont, fait de muscles, de sang, d'inquiétude aussi, en pensant au lendemain incertain, mais aussi de joie quand le fils sera le nouveau Maradona et la fille Madonna Mia, doctoresse ou Miss Italia. Et encore quelques lignes, si vous voulez bien. Parlo con poche parole di casa, di soggiorno, di frigorifero, dove mi aspettano un po' di carne, di pomodoro, 4 pezzetti di formaggio, francese però il formaggio, che metto in bocca con un dito scolastico, camembert, Brie, Comté, Gruyère, comprato al supermercato dei beni culturali, bocconcini dove non c'entra il boccace, ma più Rabelais o lo svizzero Rousseau, come svizzero è il Gruyère. Lingua materna, ma a mamma siciliano mi parlò. Come faccio con codesto pasticcio? Sta Macedonia? Rock and roll nello shaker del cervello, dove si canta a tutti i frutti, Biba Bluba e Love Me Tender. Così con l'italiano ritrovo la mia povertà, quello che mi ha fatta la schiavitù dei negri, la loro dignità, la preghiera verso un Dio che non più è mio e lo scherzo che fanno gli schiavi cantando O Sole Mio con una smorfia di buffone. Je ne vais pas traduire parce que ça prendra tout le temps, mais Irène le fera plus tard. Et de nouveau, ben voilà, vous aurez quand même perçu au passage un petit peu là, il miscuglio, la Macédoine des langues qui nous constitue véritablement. Mais j'allais dire, puisque la question que je posais, c'était comment de l'italien transpirait dans ton écriture en français. Là, tu as écrit en italien. Est-ce qu'il y a du français qui transpire? Oui, on a senti qu'il y a de l'anglais. Mais attends, Gruyère et Camembert, c'est du français. Oui, c'est vrai. Oui. Non, alors, bon, c'est évidemment c'est le seul texte que j'ai jamais écrit de ma vie en italien, comme ça en me laissant aller à une émotion particulière on était le 15 août, et le 15 août c'était l'anniversaire de mon père mort 5 ans plus tôt. Voilà, c'est aussi con que ça, parfois on retrouve des trucs qui sont... Et c'est le seul texte que tu as écrit en italien? Oui. Une fois j'ai voulu faire une traduction du français vers l'italien, on m'a dit que c'était comique. Voilà. Non, ma langue d'écriture est le français, même si ma langue maternelle au sens viscéral du terme est l'italien, dans la mesure où il y a des petits mots comme ça qui sont... mais il n'y a rien à faire, on apprend à écrire en lisant aussi. Hein. Et donc forcément, la langue italienne, moi je ne l'ai pas apprise... je l'ai apprise très peu à l'école, je connais mal la grammaire, je mélange le sicilien et l'italien en plus parce que ce sont des formes souvent assez proches. Et oui, parce qu'en fait, il y avait un très fort commerce entre la Sicile et l'Italie via Gênes. En bateau, c'est très proche. Et donc voilà, c'est comme ça que les langues se mélangent. Mais du coup, pour moi, le français est vraiment ma langue, la seule langue où je sois capable d'écrire, d'exprimer une pensée complexe, etc., articulée. Mais là, comme c'était en italien, je pense aussi que les mots se sont appelés les uns les autres aussi davantage. Un bocconcino, non di boccace, mais di Rabelais. Enfin, tu vois, le bocconcino, c'est une bectée, un petit bout. Et le jeu de mots fait boccace, boccace. Voilà. Et ce n'est pas pour rien, je pense que tu as choisi un texte sur ton père, sur ta mère. Il y a quand même un enjeu de filiation. Est-ce que, peut-être plus que d'autres, au nom de cette filiation, tu essayes de mettre un peu d'italien volontairement dans ton écriture, alors que d'autres pourraient dire que c'est là plus inconsciemment? Oui, ça m'est arrivé en tout cas, mais
il y a une forme de musicalité ou de fluidité de l'italien qu'il est parfois utile de remettre en français, qui est beaucoup plus carré, cartésien, syntaxiquement corseté. Mais au-delà, si tu veux, c'est que le fait d'avoir vécu assis entre deux langues, ça procure aussi une réaction d'étonnement. Moi, je suis un aficionado de Brecht et de ça quand il explique dans son organon pour le théâtre, quand il explique l'origine de la pensée scientifique chez Galilée, il dit les lustres, ils oscillent. Tout le monde, ça fait ça les lustres oscillent de toute éternité, mais lui, Galilée, cela l'étonna. Et il me semble que l'étonnement est toujours à la base d'une réaction créative, qu'elle soit scientifique ou littéraire ou autre, qu'on se constate tout d'un coup que le monde n'est pas comme on croyait qu'il était, qu'on constate que soi-même on n'est pas comme on pensait qu'on était, que ce soit à son propre regard ou sous le regard des autres, tout ce qui est susceptible de provoquer un décalage entre une forme de norme facile mais en même temps emprisonnante et puis une forme de liberté qui se traduit par la création littéraire ou autre, mais ça peut être aussi par des créations avec ses mains, n'importe quoi. Mais je pense que l'attitude créative c'est un peu la seule base de notre liberté d'homme ou de femme d'ailleurs aussi. Il y a aussi des femmes qui écrivent, je ne sais pas si vous avez... C'est enregistré, c'est enregistré. L'étonnement est à la base de la philosophie aussi, mais ce sera un autre débat. Je propose peut-être pour continuer à alterner les générations de revenir à Irène, peut-être en faisant ce lien sur la filiation, puisque tu nous as appris que ton grand-père était aussi venu travailler en Belgique. Est-ce qu'il y a un enjeu de filiation dans ton arrivée ici, dans ton rapport aux Français ou pas? Et puis, je ne sais pas ce que tu as prévu de nous lire, un texte que tu as traduit ou... Prochainement. Prochainement. Pas forcément quelque chose que tu as écrit, mais peut-être quelque chose que tu traduis. C'est délicat. Avec la traduction, j'aurais dû contacter les écrivains et voilà. Pour une lecture comme ça entre nous? En tout cas, je n'ai pas le livre. Okay. Je n'ai pas retenu toutes les traductions. Mais peut-être alors nous parler aussi de comment tu passes d'une langue à l'autre. Et bon, toi, tu le fais vraiment dans l'idée... c'est plus que passer, c'est traduire. Donc. Oui, oui. Oui, c'est alors, d'abord cette question-là, peut-être. Oui, et si tu veux traduire les textes de Carmelo aussi. Par punition. Oui, la question du multilinguisme, en fait, de cohabiter tous les jours dans sa tête avec deux langues, ça c'est une sacrée question, je pense. Et surtout, quand on travaille avec deux langues, on va dire, au moins, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre le contact avec les deux langues. C'est-à-dire, se nourrir continuellement, constamment de la littérature, de l'actualité, de pouvoir garder cette schizophrénie allumée, voilà, et la cultiver avec soin. Donc ça c'est, je pense, c'est tout l'enjeu de pouvoir nourrir le travail de traduction. Et c'était quoi la question encore? S'il y avait une filiation? Non, une filiation non, pas du tout, parce que non, c'est vraiment l'amour du français qui est venu très tôt chez moi, vraiment très tôt. Je sais pas d'où ça vient. Donc probablement, ça vient certainement de quelque part, mais je n'ai pas la conscience de ça. Donc ce que je sais, ce que me dit ma mère, c'est que je chantais dans la voiture les chansons italiennes traduites en français. Voilà, donc c'était très, très tôt, cet amour-là. Et en fait, finalement, il y a quelque chose d'aussi proche du théâtre, parce que je pense vraiment que quand on veut apprendre une langue, on veut imiter l'autre. Moi, je voulais fort imiter
les francophones, on va dire. Et donc, j'aimais être cette personne qui parle français. Et finalement, ça, c'est du théâtre. Je trouve que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que si je vais chercher après dans mes souvenirs, effectivement, je me souviens de mon grand-père qui m'enseignait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne parlait pas finalement, parce que moi je ne comprenais pas mon grand-père, parce qu'il parlait un dialecte, donc je ne le comprenais pas. Et ça, c'était notre façon de communiquer. Donc oui, forcément, ça vient de quelque part, mais il faudrait aller reconstituer tout ça. Et, voilà. Je vais traduire les poèmes de Carmel, le premier. Traduisez dans quel sens? Vers l'italien. Vers l'italien. Pas vers le français? Alors, ça m'arrive, mais voilà, par honnêteté, vers le métier. Ah, ce soir. Oui, je peux. Je peux transgresser la règle absolue de... Pour Carmelo. Alors nous allons passer la parole à Tilde. Toi, si je ne me trompe, tu écris en français, tu l'as dit, mais avec de l'italien qui doit quand même t'habiter quelque part, et peut-être aussi nous parler de ce livre qui vient de sortir, Les enfants de Cinecittà, puisque il est paru d'abord en italien, traduit donc par un traducteur ou une traductrice, et puis en français. Alors, moi, mon rapport aux langues, c'est un rapport de liberté, parce que j'ai très vite découvert, intuitivement, qu'on pouvait se comporter différemment selon qu'on parlait une langue ou l'autre. Et j'ai très vite perçu que quand je parlais français, j'avais une certaine gestuelle, je me comportais d'une certaine manière, et quand je parlais italien, j'étais tout à fait différente, une autre personnalité. En plus, le français est une langue beaucoup plus abstraite que l'italien. L'italien est une langue très concrète, vraiment. Et donc, comment dire, je me suis très vite beaucoup amusée avec cela, et ça m'a donné une espèce de liberté mentale. Et donc, après ça, j'ai d'ailleurs été très contente de lire une thèse très savante où on expliquait tout ça, que j'avais perçu un peu intuitivement, c'est-à-dire qu'on change de personnalité en changeant de langue. Alors moi, au départ, je suis trilingue parce que moi, mon grand-père maternel était hollandais, donc à 20 ans, je parlais, plus maintenant, couramment le néerlandais des Pays-Bas. Ja, zeker. Ik versta alles, maar om te praten is het een beetje moeilijk. Et donc, vous voyez, il me reste quelque chose. Mais j'étais vraiment tout à fait trilingue. Et là, c'était génial, je m'amusais beaucoup. Parce qu'en parlant néerlandais, j'avais un côté très germanique, parce que le néerlandais est évidemment très germanique. Et alors, de temps en temps, on me disait, mais tu es très germanique. En parlant italien, j'étais tout à fait, latine. Et le français était un peu entre les deux. Et quand j'étais très fatiguée, et ça m'arrive encore maintenant, je mélangeais tout. Et donc, quand j'étais très fatiguée, j'avais des mots qui arrivaient en italien, des mots qui arrivaient en néerlandais. Mais il fallait vraiment que je sois très, très fatiguée. À l'époque, j'étais jeune et je sortais beaucoup, je m'amusais beaucoup. Donc voilà, j'étais très fatiguée et je mélangeais. Et alors, ce que j'adorais, c'était par exemple, et ça j'adore toujours, et je rends hommage à ma traductrice Théa Rimini en italien, et peut-être qu'elle aura l'explication maintenant. Quand je suis fatiguée, je passe d'une langue à l'autre. Et alors avec elle, c'est génial parce que tout d'un coup, je parle italien puis français et elle me comprend, quoi. Donc voilà. Et c'est donc cet espace de liberté. Par contre, dans l'écriture, évidemment, il faut choisir sa langue. Et là, moi, je crois que... ma langue maternelle reste le français, mais je crois que y a quand même une influence de l'italien dans les descriptions, je crois dans ma perception du monde, quoi, ça ne peut pas être autrement. Et selon le roman que j'écris, j'endosse plus ou moins cette manière d'appréhender le monde plutôt latine ou plutôt germanique. J'ai quand même écrit une biographie d'Élisabeth Ier, donc du XVIe siècle et tout, c'était quand même pas du tout latin comme histoire. Et là, dans Les enfants de Cinecittà, tout se passe en Italie, du début à la fin, à Rome, et je ne pouvais pas m'empêcher en écrivant d'avoir des mots italiens qui venaient.
Et parfois, en français même, il y a des mots italiens, parce que, voilà, un venticello, des petites choses comme ça. Et, comment dire, quand j'ai rencontré Mariangela Mincione, qui est mon éditrice italienne, le manuscrit en français était prêt, mais je n'avais pas encore cherché d'éditeur en français, parce que je venais à peine de le terminer, mais Théa voulait le traduire. Et je crois que j'ai quand même laissé Théa très tranquille. Je répondais à ses questions, parce que là, j'étais tout à fait disponible, mais je ne voulais pas intervenir, parce que je sais que si je me mêlais de la traduction, j'allais vraiment entrer dans le truc et être l'auteur le plus embêtant du monde. Donc, je l'ai laissé très tranquille. Et donc, le roman est sorti d'abord en italien. Il est là, il s'appelle Lo chiamavano Tony Barber. Et puis après, en français, il vient de sortir cette semaine, donc Les enfants de Cinecittà. C'est une histoire qui est mise en scène à Rome dans les années 60-70, et c'est l'histoire de jeunes qui vivent dans la campagne et qui veulent échapper à leurs conditions. Cinecittà n'est pas très loin. Pour eux, le cinéma, c'est la voie vers une vie meilleure, comme quoi c'est éternel. Chercher une vie meilleure, chercher poursuivre un rêve et parvenir à vivre de ses rêves. Et ces jeunes, à l'instar de comédiens comme Sophia Loren, comme tous ces comédiens italiens qui ont trouvé leur voie dans le cinéma, eh bien, ils finissent par travailler à Cinecittà. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? Parce que ma famille, dans laquelle donc, je débarquais, comme je vous ai dit, pendant des mois, et où j'étais complètement enfermée là-dedans, a eu beaucoup de liens avec Cinecittà. Et il y avait beaucoup de membres de ma famille qui travaillaient à Cinecittà. Et il y avait notamment quelque chose qui est, je crois, assez incroyable quand même, quand j'y repense maintenant. À l'époque, ça me semblait tout à fait logique, mais là, maintenant, c'est quand même invraisemblable quand j'y repense. Et j'espère qu'il n'y a pas de policiers ici. Parce que dei beni culturali, vous comprendrez tout de suite, parce que dans les champs du grand-père de mon père, donc de mon arrière-grand-père, qui était à Cerveteri, les champs étaient truffés de tombes étrusques. Et comme l'État italien ne s'en occupait pas du tout, moi je vous parle des années 40-50, eh bien l'hiver, quand la terre était un peu plus humide, parce que l'été c'était impossible de creuser, ils creusaient, ils ouvraient les tombes, ils trouvaient les poteries, les vestiges étrusques, vous voyez les Étrusques, bon vraiment, et pour se faire un peu d'argent, ils revendaient ça à qui ? Par l'intermédiaire de membres de la famille qui travaillaient à Cinecittà, et ils revendaient ça aux Américains qui tournaient des péplums et qui étaient fous des vestiges étrusques. Et moi, quand j'ai été au courant de ça, j'étais petite. Voilà, ma mère, elle m'a raconté que pendant son voyage de noces, quand elle est arrivée là-bas, maman, elle avait étudié tout ça et tout, elle est arrivée avec mon père et elle a vu des étranges poteries peintes avec des personnages, des guerriers et des géraniums dedans, pour vous dire. Invraisemblable, quoi, quand on y repense maintenant. Et donc, c'est assez fou parce que moi, quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que ça avait un potentiel romanesque énorme, quoi. Je veux dire que mon arrière-grand-père était un pilleur de tombes, et dans ma famille, il y a des gens qui travaillaient à Cinecittà, c'est quand même un peu particulier. Bon, voilà. Moi, je suis quand même une petite écrivaine, donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais c'est avec le temps qui a passé que je me suis dit, mais en fait, toute cette famille complètement folle m'a instillé toute une série de choses éminemment romanesques que j'exploite encore maintenant, puisque dans Les enfants de Cinecittà, tout ça est vraiment raconté. Et en plus, il y avait une légende dans la famille, mais une légende à vérifier, c'est que, donc moi je m'appelle Tilde Barboni, et Enzo Barboni, c'est un réalisateur italien qui a tourné la série des Trinità. On l'appelle Trinità, Lo chiamavano Trinità, etc. C'est avec Bud Spencer et Terence Hill. Et c'est quelqu'un d'éloigné dans la famille. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, pour la famille, c'était une honte. Parce que moi, j'avais une famille très engagée, à gauche, qui adorait Antonioni, enfin tous les réalisateurs très engagés. Et ils se disaient, quoi ? Non, on ne fait pas partie de cette famille, ce type qui tourne des western spaghetti. Et donc, ça m'a toujours intriguée. Et évidemment, quand on est intrigué, on veut aller voir. Et bon, moi, je ne suis pas je suis pas folle des western spaghetti, mais je me suis dit, tiens,
qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait des westerns dans la campagne avec des comédiens qui étaient des copains et ces gens s'amusaient. Voilà. Et donc, j'ai repris ça dans ce roman. Et c'est mon roman le plus italien, en fait, vraiment. J'étais ravie qu'il paraisse d'abord en italien et puis en français. Et est-ce que tu vas nous en lire un petit passage? Ou Mais oui, plusieurs? je veux bien. J'espère que je vais pouvoir le faire aussi. Eh bien, alors, comme je vous ai dit, le héros ici, qui s'appelle Antonio Barbieri, est un petit garçon qui vit dans la ferme de son grand-père, qui n'est pas très heureux parce que son père est mort, sa mère a été chassée de la ferme pour un tas de raisons, et lui, il est très sensible, il vit dans ses rêves, et il est dans un monde paysan très dur. Et un jour, eh bien, il découvre les tombes étrusques pillées par sa famille, et il se rend compte qu'avec un ray de lumière, tout ça bouge, et c'est son premier contact avec les images et le cinéma. Donc je vais vous lire ça. Un matin, après une nuit étrange où ils n'ont pas découvert d'or, mais uniquement une tombe vide, entièrement couverte de fresques, Antonio, malgré l'interdiction, retourne sur les lieux. Il repère facilement l'entrée du tumulus, écarte les branchages qui embouchent l'accès et s'avance, courbé, au cœur de la petite pièce. Il a pris une lampe torche et il tourne sur lui-même en éclairant les parois peintes. Toute une humanité grouillante se met en mouvement autour de lui. Des hommes battent le grain au sol avec de longues pièces de bois, d'autres, munis de sortes d'arcs, chassent des canards entre les roseaux. Antonio croit reconnaître la rivière qui délimite le domaine. Les femmes cuisinent quelque chose sur des pierres plates. Les hommes sont presque nus, les reins ceints d'une sorte de petit pagne. Certains portent une toge. Une scène attire plus particulièrement son attention. 3 hommes marchent de profil en jouant de la musique. En jouant de la musique sur des flûtes. Toute la scène est en mouvement sous le rayon de sa torche. Soudain, un rayon de soleil intense se ferait un passage droit sur la fresque du fond. Antonio voit sa silhouette agrandie par la lumière, découpée sur le mur. Il fait un pas de côté. Le rayon, aussi intense qu'un projecteur, illumine la paroi et donne vie à un jeune homme, bien campé sur ses jambes musclées, conduisant des vaches vers un pré. Antonio a un frisson. Il a l'impression de se retrouver dans la salle de cinéma. La lumière du soleil est aussi éblouissante que celle d'un projecteur. Il a la tête qui tourne. La scène s'anime, tous les personnages se mettent à bouger autour de lui, l'appellent par son prénom. Il sort précipitamment, bute contre Marco. « Antonio, ça va? Tu es tout pâle. »« Oh, c'est toi, Marco, tu m'as fait peur. Viens voir ce que l'on a trouvé cette nuit. »« Vous avez encore pillé des tombes. Vous allez finir par attirer le mauvais sort. Papa dit qu'on ne peut pas déranger les morts comme vous le faites. » Marco fait le signe de la croix plusieurs fois et refuse d'entrer dans la chambre funéraire. Il n'y avait pas de corps, pas de poterie, juste des murs peints avec des scènes aussi vraies qu'au cinéma. Tu sais, les films avec les Romains, les péplums. Oui, c'est comme si c'était dessiné sur les parois de la pièce. Dio mio, Antonio, ce sont des tombes, vous les profanez, c'est une profanation. Marco, tout en ignorant le sens véritable du mot, mais en devinant qu'il cache quelque chose de très grave, le répète plusieurs fois. Il a juste entendu dire cela un jour où, sous le couvert du secret, il a raconté à sa mère ce qui se trouvait dans les champs non cultivés de la ferme Barbieri. « Ce sont nos ancêtres, on ne fait rien de mal, regarde !» Il ouvre la main et montre le tesson de poterie où un jeune homme est dessiné pour l'éternité. « Mamma mia, c'est bien vrai, il te ressemble !» Marco fait une nouvelle fois une série de signes de croix, puis entraîne Antonio vers sa maison. Donc, voilà, je peux peut-être vous lire une toute petite chose aussi, qui, c'est beaucoup plus tard quand il fait du cinéma, et puis c'est la nuit, et ceux qui sont allés à Rome vont peut-être reconnaître une ambiance. Tard dans la nuit, Tony retrouve Marco dans un bar ouvert à flanc de route près de San Giovanni. Marco y a ses habitudes. C'est un petit établissement typiquement romain, ouvert jusqu'au matin pour les noctambules. Derrière le comptoir, pratiquement en plein air, une vingtaine de récipients de métal accueillent des glaces aux parfums variés. Tony adore la pistache, Marco un mélange d'amaretto et de chocolat. Rangés tout autour de l'établissement, comme les rayons d'un soleil nocturne, des vélos, des Vespa, quelques lambretta aussi. La nuit est douce à Rome. J'espère que ça vous donne envie d'aller à Rome, d'aller manger des glaces.
Vous voyez, c'est vraiment un roman qui est complètement empreint de l'atmosphère. Et je voudrais dire que tout ce que je raconte, il n'y a rien d'inventé parce que, moi quand j'étais petite, j'ai joué dans les tombes éventrées des champs de mon arrière-grand-père. J'avais très peur d'ailleurs. Mais en fait, j'avais peur des araignées, bêtement. J'avais pas peur du reste. Et ce sont tous ces souvenirs, je me suis dit, il faut vraiment que je mette tout ça sur papier. Voilà. Donc, et encore une toute petite, si vous voulez, pour vous mettre vraiment dans l'atmosphère de Rome et que vous y alliez. 5 heures du matin. Il adore ce moment où la ville se réveille, où l'on entend les oiseaux, la rue qui commence à s'animer. Les Romains se lèvent tôt, profitent de la fraîcheur pour préparer l'ouverture des boutiques. Antonio identifie les cris des maraîchers qui arrivent en triporteurs et garnissent les étals de produits de la campagne. Il se lève, va sur le balcon et respire l'air du matin à plein poumon. La nuit est enfin derrière lui. Et ça, c'est aussi un souvenir. Je veux dire que quand j'allais à Rome, je voyais les triporteurs, vous voyez ces petits triporteurs. Pour moi, c'était une autre planète quand j'étais petite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Et je vois que c'était pas le thème principal de la soirée, mais la famille est quand même fort importante dans ce que vous écrivez, il me semble. Mais je crois que tout écrivain recherche ses racines. Hein. Et si on écrit, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, on n'écrit pas parce qu'on se dit tiens, je vais écrire. Non, on écrit pour combler une faille, pour combler un manque, pour trouver des solutions, pour trouver des réponses à une énigme, pour retrouver des personnes parfois par l'écriture. Donc il y a toujours une raison à l'écriture. Et écoutez, la famille, c'est quand même nos origines, donc c'est normal que ce soit présent. Et la langue, la langue parlée par la famille est très, très importante, quoi. Voilà. Nicolo. Oui. Donc sur ce rapport à la langue, cette vie avec 2 langues, tu vas nous en parler. Tu as, je ne l'ai pas dit, mais donc il y a 15 jours, tu as animé un atelier de slam ici à la Maison du Livre, dans le cadre aussi de la semaine italienne. Et en le préparant, je te posais la question, mais donc ce sera en français ou en italien ou comment ça se passe? Tu m'as dit peu importe. Avec le slam, moi je passe d'une langue à l'autre, même si les gens parlent ni français ni italien. Et voilà. Donc apparemment c'est quelque chose que grâce au slam, tu arrives vraiment à rendre cette fluidité entre les langues. Donc tu peux. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu voulais partir, mais c'est en tout cas à partir de là que je t'invite. Et puis tu vas nous faire un slam. Oui. Je voulais partir du principe, pour rebondir un peu sur ce que Tide vient de dire. Mon approche à la langue est très pragmatique, a toujours été très pragmatique. Je reviens aussi sur la première question parce que je me suis attardé beaucoup sur les slams. Mais en fait, moi, je viens de nord d'Italie, mais d'un père sicilien. Donc, le côté de ma famille paternelle est sicilien. Et comme pas mal de familles siciliennes, j'ai la famille un peu partout, dans tout le monde. Nous, on est la branche qui est allée au nord d'Italie. Alors que j'ai des oncles en Angleterre, en France, pas en Belgique pour le coup. Mais donc, depuis mon enfance, j'ai toujours grandi avec, même en Italie, au centre de l'Italie, pour ceux qui ne savent pas, mais l'Italie est quand même un pays qui est fort divisé entre deux cultures, la culture du nord d'Italie et la culture du sud, avec cette conscience d'avoir un double héritage, je dirais, parce que là, hormis la langue, mais il y a quand même... on fait face à 2 cultures différentes. Donc, je me suis toujours approché à la question de la langue de façon pragmatique. Je tiens à faire une précisation. Quand j'écris de texte, la poésie, comme mon bouquin là, que pour le coup c'est Tra ciliegie e robot, en italien et en français entre les cerisiers et les robots. Quand j'écris un texte et je m'identifie dans les rôles de quelqu'un qui doit écrire un poème, les rapports à la poésie textuelle écrite est un rapport pour moi unilatéral avec une langue. J'écris en italien les textes poétiques textuels, les livres. Les slams, pour la petite histoire avant, j'ai pas trop décrit les slams, mais la caractéristique du slam, c'est vraiment une poésie qui est orale et qui doit, comme les termes en anglais le disent, claquer les publics. Donc c'est un langage qui doit, à travers les mots et à travers les corps et à travers la sonorité des mots, claquer et percuter l'écouteur. Donc il y a toujours une relation avec la personne qui écoute. Les slams,
différemment. C'est un langage accessible, oral, populaire. Et c'est pour ça que j'ai fait toute cette prémisse concernant les rôles, la dimension pédagogique du slam. Quand j'écris dans le slam, mon approche à la langue pragmatique devient encore plus évident, plus fort. J'essaie d'utiliser un langage qui reste accessible, percutant, et il n'y a pas toute la recherche que j'ai fait au niveau sémantique sur les mots. C'est plutôt une recherche sonore. Souvent, c'est une recherche qui vise plus à la forme. Et donc, voilà, la question de l'accessibilité reste importante. Donc, dans les slams, pour moi, il y a vraiment cette notion de pratique, on dit pragmatisme, qui devient évident. Et c'est pour cela que dans le slam, j'écris dans les deux langues. Ce qui fait la différence pour moi, c'est qu'avec les slams, j'arrive à écrire en français, et j'écris qu'en français, et c'est rare que je fais les traductions. Soit j'écris soit en français, soit en italien. Avec l'écriture poétique pour mon recueil de poèmes, bah là non, là souvent c'est l'italien, et après c'est la traduction. Mais pour les slams, vu sa relation inéludible avec la dimension de l'interlocuteur, de l'oralité, bah là, forcément, je tends quand même à me projeter dans une langue ou dans l'autre. Et pour venir à la lecture, je voulais proposer un texte, je crois que comme on a parlé pas mal des slams, c'était le cas d'apporter un texte que je prends ici à titre vraiment d'exemple de cette dimension orale, accessible et performative. Normalement, dans les slams, on est souvent invité à jouer par cœur. Ben là, je n'ai pas encore appris ces textes par cœur, donc je vais les retrouver sur mon GSM. Désolé pour des bouts, ouais. Ok. Et donc, ce n'est pas un texte comme je l'ai dit, donc je ne vais pas trop. Et donc, tu vas devoir tenir le micro, ton téléphone, malgré ton. Un main blessée, comme vous le verrez ici, donc, ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées. Et on a un pied, est-ce que ça pourrait être. Ok, ouais, très bien. Je me suis blessé les petits doigts de la main gauche, ce qui rend encore plus complexe. Voilà. En fait, c'est un texte que j'ai choisi d'apporter spécifiquement parce que c'est un texte qui traite la dimension le sujet des clichés, la démystification des clichés, des stéréotypes, etc. C'est un texte en français, en fait. Les regards des autres. Les regards des autres m'a toujours émerdé. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, quoi ou comment, mais les regards des inconnus dans la rue m'a toujours embêté. Je parle de ces regards indiscrets, intrusifs, les regards déplacés, aussi déplacés que les sushis et la mayonnaise, que les reggae allemands, que les messages de sexting envoyés erronément à tes parents. Les regards des autres est parfois indifférent, parfois rancunier, parfois coupable. Ils se cachent derrière les comptoirs d'une boîte les vendredis soirs avant de vous attaquer avec ces préjugés, ces fausses questions telles que « Bah, tu fais quoi dans la vie ?»« Mais non, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour vivre, sérieusement ?»« Et d'où vient ton accent ?»« Ah, voilà, ok, maintenant je comprends. Va fanculo, ragazzo !»« Alors pourquoi vous êtes dans ce pays ?» Les regards des autres ne se posent pas trop de questions. Genre, ce qui doit être de vivre dans la banlieue de Milan et pourquoi vous avez choisi d'émigrer dans un pays où il pleut 302 jours par an. Les regards des autres sont souvent anonymes, méchants et se mélangent. C'est les gens des visages que l'on retrouve parmi les patients dans la salle d'attente de ton dentiste ou dans une gargote bon marché de Saint-Gilles, dans la cour à la caisse de Lidl, soit aux tables d'un Hector Chicken. Les regards des autres, ils se nichent dans les bagnoles bloquées, dans les bouchons d'où sortent les derniers tubes de Kanye West. Les regards des autres vivent dans les silences gênants, dans un ascenseur avec des étrangers en costard, prêts à traiter la prochaine femme de ménage comme leur esclave. Les regards des autres et les miroirs des pensées homophobes, xénophobes, transophobes, arabophobes, négrophobes, hispanophobes, microphobes, sexophobes, cultivés soigneusement par notre culture. Le regard des autres est effrayant parce qu'il ne s'expose jamais. C'est un regard meurtrier, prêt à tout pour préserver son silence. Le regard des autres est dégoûtant, insupportable et faux. C'est le réchauffement climatique, la course aux armements avec la Chine, la surveillance, les Covid pass, l'harcèlement. Le regard des autres est indéchiffrable, respectable et offensive. C'est ce jeudi d'octobre, quand j'étais assis dans les trams 84 à côté d'un vieux, en sans-abri, ivre, criant,
criant, criant, criant au sommet de sa voix, ses 60 ans et sa gordon 10 degrés à la main. Dans les silences d'Outram, avec d'être tabassé et tapé par les chauffeurs, foutu dehors après un raclé, dans les silences, dans la torpeur du regard des autres. Les regards des autres me rappellent parfois les yeux des gens sur ces bus, l'indifférence, l'anomie. C'est pourquoi parfois il faut ignorer, répondre et combattre les regards extérieurs, faire de notre mieux pour être plus humain dans un monde des robots, empêcher que l'oppression, la frustration transforment notre regard étranger en celui de l'oppresseur. Bravo, merci. C'était un très bon choix de texte pour aborder la dernière question que je voulais aborder avec vous quatre avant de vous donner la parole. On va voir. Ouais, merci. Justement, c'est la question du regard, ou ce que j'ai appelé de la reconnaissance. Est-ce que quand à la fois on est d'origine italienne, ancienne ou fraîchement arrivée, et qu'on se lance dans une démarche d'écriture, dans une démarche artistique, quels sont les enjeux de reconnaissance? Est-ce qu'on a besoin de se faire reconnaître, et quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte pour se faire reconnaître? Peut-être tu peux commencer, puisque tu as choisi ce texte. Là, tu parlais du regard des autres négatif, mais est-ce que tu cherches un regard des autres positif dans ta démarche, et lequel as-tu trouvé depuis que tu es en Belgique? Par rapport à l'art ou par rapport à ta démarche artistique? À la démarche artistique. Alors, pour moi, je reviens encore sur l'effet que, pour moi, l'expression textuelle, là, je viens de vous faire un texte explicitement très, voilà, avec un langage courant. Dans mon écriture, dans mon texte, dans mon recueil de poèmes, c'est complètement l'opposé. Le langage n'a rien à voir. Je dirais que je cherche deux choses différentes. La caractéristique, et j'arrête pas de le dire, je ne cesse pas parce que c'est important, c'est la dimension communautaire de ces langages, de ces dispositifs scéniques qui est les slams. La possibilité de créer une communauté faite par un poète qui amène ses textes sur scène et les publics qui écoutent. Donc, quand je fais du slam, la reconnaissance que je cherche, c'est juste une reconnaissance, c'est vraiment une démarche communautaire, créer une action collective à travers la fonction du slam. Quand j'écris un texte, poème classique, et c'est pour ça que j'utilise deux définitions différentes. Parfois je dis je suis slameur, et de plus en plus je dis je suis slameur. Mais slameur ne veut pas pour moi forcément dire je suis poète. Et quand je dis poète, ça ne veut pas forcément dire l'inverse. Quand j'écris, peut-être que je cherche une reconnaissance. Pour moi, la reconnaissance artistique liée au texte est encore dans la langue, la culture italienne, parce que c'est ma langue et ma culture. Je suis ici encore depuis 2 ans, donc je ne peux pas me dire une personne qui a trop absorbé encore une culture belge. Lorsque je fais du slam, c'est important pour moi cette dimension collective. C'est vraiment c'est pas de la reconnaissance, c'est vraiment de permettre à ton corps de créer cette dimension dialectique entre les personnes qui écoutent et qui sont invitées à répondre, à répliquer au poète, et les poètes qui, à travers son langage accessible et peut-être inclusif, peut permettre aux gens de prendre part à ce dialogue culturel et socioculturel. Si j'ai répondu à ta question. Oui, tu l'as amené. Oui, non, tu en as ouvert d'autres, et c'est très bien. Tu apportes. Carmelo, tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi de maîtriser le français. Est-ce que quand on vient d'une famille d'ouvriers italiens, apprendre le français, et puis se lancer dans l'écriture, et puis se faire un jour éditer, est-ce que c'était un enjeu pour prendre place dans ce pays, pour être reconnu, et est-ce que ça a été compliqué? Oui, sûrement dans ce texte que je t'ai envoyé, que j'ai intitulé « Assis entre deux langues », en reprenant un vers de mon ami Jean-Pierre Verhaegen d'ailleurs, mais enfin peu importe. J'expliquais que mon premier rapport conscient à la langue avait été un rapport d'humiliation, parce qu'un épicier se moquait de ma mère qui disait « je voudrais 12 des œufs ». On ne dit pas ça, voilà.
Et il y a effectivement, je pense, quelque Le chose... micro un peu plus proche. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'une humiliation, d'une honte à surmonter, d'une revanche sociale. Mais concernant la reconnaissance, il me semble que la question de la langue intervient moins que la question de la classe. Être issu de la working class, de la classe ouvrière, et donc de ne pas avoir les codes dominants, je pense que ça joue de façon quand même très, très forte dans la reconnaissance. Si on fait une sociologie très rapide des écrivains belges qui sont nés dans les fin des années 40, fin des années 50, on s'aperçoit que toutes les personnes qui occupaient des positions dominantes étaient grosso modo issues de la bourgeoisie. Jean-Louis Couters était fils de ministre, Caroline Lamarche est issue d'une lignée de chefs d'entreprise, de sénateurs. Jacques de Decker était fils d'un peintre. Comme ça, quels que soient les mérites personnels de ces gens, Jean-Philippe Toussaint aussi un exemple extrêmement frappant, fils du rédacteur en chef du Soir. Donc, quel que soit le mérite personnel de ces gens, on s'aperçoit que les gens qui symboliquement occupent les positions dominantes sont en général issus de la bourgeoisie, donc de gens qui ont à la fois un capital économique et un capital culturel, pour parler comme l'ami Bourdieu, et ceux qui ne sont pas issus de cette classe-là, comme Savitskaya, a acquis une position symbolique de grand prestige par des voies extrêmement marginales, par un avant-gardisme à la poésie, où quelqu'un d'autre comme Jean-Marie Piem a été reconnu comme théoricien du théâtre, comme dramaturge, avant d'être reconnu comme auteur, donc via son doctorat. Donc il y a quelque chose, bon, il y a une espèce de fatalité sociologique qui est quand même extrêmement forte, et qui, la question de la langue ne fait que s'ajouter à la question de la classe, me semble-t-il. Voilà. Camarade. Merci, camarade. J'attendais bien que tu ailles dans ce sens-là. Irène, peut-être sur cette question, est-ce que, par rapport à l'Italie, ton arrivée ici, est-ce que est-ce qu'il y avait des enjeux une fois que tu es arrivé ici, est-ce qu'il y avait des enjeux de reconnaissance? Est-ce que tu as trouvé mieux que là-bas ou moins bien? Dans le théâtre, c'est encore autre chose. Hein. Dans le théâtre, oui. Mais, oui. Alors, mieux, moi, je ne vais pas utiliser les termes de mieux ou pire, mais je vais oui, d'un point de vue concret, si je suis là, c'est parce que dans ces secteurs-là, dans ces domaines-là, c'était très difficile de travailler, très concrètement, en Italie. Là, j'ai mon petit réseau, donc je ne peux pas dire qu'en Italie, ce n'est pas possible, c'est peut-être faux. Je parle de mon expérience personnelle. Et puis voilà, moi je viens de la province, c'est encore autre chose. Donc peut-être si j'avais habité à Milan, voilà, je ne peux pas parler pour l'Italie entière. Mais oui, dans mon parcours personnel, oui. Si je suis ici, c'est parce que je vois plus d'issues et que c'est plus facile de pouvoir pratiquer cet art, ces arts. Oui, après, pour conclure, juste une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivée ici et je traînais un peu dans le borinage, et alors on me demandait d'où tu viens. Et je disais d'Italie. Bah ouais, moi aussi. Mais moi, je venais vraiment d'arriver la semaine d'avant et je n'arrivais pas à comprendre. Et donc, je me disais, ouais, ok, pardon, tu viens d'où? J'habite à Saint-Guilain. Et j'arrivais vraiment pas à comprendre. Donc voilà, la communauté italienne, quand même, ce n'est pas la même chose, j'imagine, que ce que vous avez vécu, ce qu'a vécu Carmel, que nous, nous, on est arrivés. Il y a peut-être plus une question de... on est beaucoup, quoi. Si on peut utiliser le « on », je ne sais pas si nous, vous, voilà. Mais en tout cas, il y a tellement de communautés aussi. Il y a la question de la discrimination, si c'est un peu ce qui sous-entendait ta question. Voilà, c'est une question générale, quoi.
je ressens pas de discrimination. Enfin, je veux dire, elle est présente. La communauté italienne, je pense que voilà. Puis la question de la langue, c'est la question de la langue. Avoir un accent, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, mais ça rejoint tout un univers plus grand. Peut-être alors autrement. Est-ce qu'on te propose des rôles différents en fonction du fait que tu sois italienne ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, voilà, on a un corps. Mais par exemple, oui, d'autres communautés, ça, ils le ressentent. Ça, c'est très fort. Moi, je ressemble même pas à une italienne, donc on me propose vraiment pas les rôles italiens, ça c'est sûr. Non. Mais voilà, dans le théâtre, forcément, on a un physique, on a une tête, et ça, on commence un peu à sortir de ces schémas-là, mais pas vraiment. Et voilà, donc on doit forcément, voilà, on est ce qu'on est. Et ça rejoint d'autres questions, la grossophobie, féminisme, enfin, voilà. Merci. Tilde, sur cette question, je pense que toi tu peux ajouter encore une dimension, c'est aussi à quel titre est-on reconnu une fois qu'on est reconnu comme écrivaine? Oui, alors en entendant toutes ces anecdotes, moi je pensais à une chose, c'est que lorsqu'on est comme ça, à cheval sur plusieurs cultures, on est quand même toujours un peu étranger. C'est-à-dire que, comment dire, moi quand j'allais en Italie dans ma famille, ils ne me considéraient pas du tout comme une Italienne, parce que pour eux je n'étais pas italienne. Voilà. Et en Belgique, j'avais quand même des gens qui disaient que j'étais italienne alors que je suis née en Belgique, ma langue maternelle c'est le français, etc. Et je me souviens que quand j'étais petite à l'école, parce que les enfants sont cruels, et qu'ils voulaient être méchants, ils traitaient des copains, parce qu'il y avait quand même pas mal d'Italiens dans l'école, ils les traitaient de sale italien. Et alors moi, pour macaroni, mais c'était surtout ça l'italien, j'entendais souvent ça, macaroni, c'était avant, je crois qu'on disait macaroni, enfin bon, bref. Et donc, moi, j'étais tellement fâchée que je disais, mais moi aussi, je suis italienne. Parce que voilà. Elle me disait, ah non, toi, ta mère est belge. Alors, je disais, non, ma mère est hollandaise, mais c'est encore mieux. Et alors, je me disais, mais enfin, et j'étais révoltée, mais vraiment révoltée. Et donc, enfin, c'est drôle maintenant, mais j'étais vraiment, voilà. Et alors, finalement, on voulait être étrangers pour défendre les étrangers. Mais c'était un autre contexte parce que finalement, les étrangers à l'époque, c'était les Italiens. Donc voilà, ça a beaucoup changé maintenant. Et alors, quand j'ai commencé à publier des romans, là, j'ai été confrontée à autre chose parce que mon premier roman est un roman où il n'y a aucune référence à l'Italie, absolument. Mon deuxième non plus, ce n'est qu'à partir du troisième qu'il y a des petites références qui sont arrivées. Et en fait, là, je me suis rendu compte que quand on voulait m'écarter de quelque chose, une manifestation culturelle ou bien quelque chose d'institutionnel, on disait « Ah non, c'est un écrivain italien ». Alors que je ne suis pas un écrivain italien. Et j'ai eu quand même pas mal de déboires par rapport à cela. Et je peux peut-être en raconter un que j'ai déjà raconté lors de notre préparation, mais je crois que c'est assez édifiant. Mon premier roman qui avait reçu un prix, le prix de la ville de Bruxelles, a tout de suite été pris par un éditeur allemand pour être traduit. Et il était en traduction. Et un jour, je reçois un coup de fil de cet éditeur allemand qui parlait très bien français, et il me dit « Tilde, qu'est-ce qui se passe dans ton pays ?» Je dis « Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un de très important du ministère qui m'a dit « Ne traduisez pas Tilde Barboni, c'est un écrivain italien, mais traduisez plutôt tel autre écrivain. » Et il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Et je vous donnerai, oui, parce que ça va vraiment très loin dans la vilainie, et je vous donnerai une subvention si vous le faites. Et alors l'éditeur allemand a dit, mais c'est quoi ça? Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je l'ai envoyé balader. Mais après ça, j'ai eu un long tunnel, parce que après ça, je n'ai plus de traduction jusqu'à maintenant avec Mariangela Mincione. Et donc, je me suis dit, ça alors, c'est une arme. Alors, ça peut être négatif, mais moi, quelque part, je me suis dit très tôt, parce que j'avais 25 ans, je me suis dit, ah c'est comme ça, eh bien je ne dépendrai jamais des ministères, je ne dépendrai jamais des officiels, et je publierai toujours chez des éditeurs privés, parce que j'avais été confrontée très tôt à ça, et que leur arme c'était, elle n'est pas belge. Or, je suis désolée, je suis née ici, voilà, donc c'était plutôt une arme. Après, ça a passé,
mais c'est un souvenir un peu particulier. Et je me suis dit, heureusement que j'avais de la ténacité, parce que ça aurait pu être quand même catastrophique. Hein. Et puis j'ai su par après que les traductions, on me retirait des programmes de traduction à cause de cela. Ce qui est complètement fou. Mais donc, parlons du fait que c'est une richesse, parce que pour moi c'est vraiment une richesse. Et encore maintenant, à mon âge, après les 10 romans que j'ai déjà écrits, j'explore encore cette double appartenance. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et je pense souvent, j'ai trouvé magnifique ce poème, donc Le regard des autres, parce que, je veux dire, quand tu dis « j'ai pas l'air d'une Italienne », moi non plus, ma mère, elle était vraiment... Mon grand-père hollandais était blond aux yeux bleus, ma mère était un peu rousse et tout. Et le regard des autres, je me suis toujours dit « mais c'est fou !» Mes copains qui sont italiens très typés se font insulter parce qu'ils ont juste un côté un peu typé. Et après, j'ai découvert évidemment le racisme, etc. Et je me suis toujours révoltée contre ça. Toujours. Voilà. Donc, il y a quand même cet aspect... quand tu disais que socialement aussi, à ce côté, on se moque, etc., c'est aussi, ça peut être une force, mais c'est quand même blessant. Moi, quand on disait « elle n'est pas belge », c'est pas un écrivain belge, j'étais, mais on me met où alors? Je suis quoi? Je suis rien à ce moment-là, évidemment, bien sûr. Mais si ça peut te consoler... Dis-moi. Le successeur du fonctionnaire qui t'a... Tout le monde l'a reconnu. Voilà, c'est une anecdote que je sais comme ça par la bande. À un moment donné, le prix triennal de littérature opposait le roman d'un Belge de souche et d'un Belge d'adoption qui est Jean Boffan, mathématique congolaise, roman très extraordinaire, contre une œuvre, disons, voilà, convenable mais pas très très forte. Et le fonctionnaire a dit au jury, écoutez, n'oubliez pas quand même que cette œuvre doit nous représenter. Autrement dit, Boffan était black. Si, voilà. Non, c'était pas lui, c'était son successeur. C'est-à-dire, on voit très bien le déplacement. Il y a une culture, maintenant que nous sommes intégrés, nous les Rital, il y a quand même d'autres nationalités et d'autres langues qui sont... voilà. Et c'est vrai que, par exemple, tu parles... ça m'est aussi arrivé d'être dans des réunions un peu comme ceci, avec d'autres thèmes, où il y avait un noir, et on lui disait « mais d'où venez-vous » Et il disait « mais je suis belge », parce qu'il était né en Belgique, bien sûr, ses grands-parents, que sais-je, étaient du Congo belge, mais voilà. Et j'ai toujours été très interpellée par ça, parce que quand on dit ça à quelqu'un, on le déracine. Et moi, j'avoue qu'encore maintenant, je ne sais pas très bien où sont mes vraies racines. Bon, c'est peut-être une richesse, hein, je vous dis, c'est pour ça que j'écris, mais c'est assez particulier. Je pense que c'est plutôt une richesse de ne pas être certain. Je propose de vous donner la parole pour quelques questions ou remarques. Alors, nous avions un micro pour vous, mais il a rendu la lumière. Pierre, notre collègue Pierre, a essayé de le réparer aujourd'hui, mais ça dépasse les compétences internes, donc il faudra un petit peu élever la voix. Non, justement, les câbles sont pas très loin. Bon, d'abord, un grand merci. Moi, je suis une vieille sourdingue, donc si les questions que je pose ont déjà eu des réponses, vous me coupez la parole immédiatement. Mais quelques réflexions à propos du Congo. Je me rappelle une fois dans un bus à Liège, j'étais à côté d'une jolie Congolaise qui me dit « C'est incroyable, madame, tous les étrangers qu'il y a là ». Elle se sentait belge, donc j'ai trouvé ça merveilleux. Allez, je ne vais pas garder la parole pendant tout le temps, mais à propos de ce vécu que j'ai entendu évoquer, ça m'a fait penser
à mes copines. Moi, je suis du Hainaut occidental, donc j'ai eu à l'école primaire et même aussi après au lycée des copines, filles de mineurs italiens. Et ma question, c'était de savoir si dans vos familles, on établissait une hiérarchie, pardon. Et je pense à mon amie Pasqualina Tozzo, à qui on avait plus ou moins interdit de parler l'italien, pour des raisons d'ascension sociale et de hiérarchie. Et moi, un jour, ma mère m'a entendu parler picard au village. Je ne savais d'abord pas que c'était du picard, on disait patois. Et elle m'a sévèrement punie. Et au contraire de Pasqualina, je me suis dit, mais, donc j'ai 2 langues. On parle français à la maison, on parle français à l'école, on parle patois au village. Mais je sais qu'il y a encore d'autres langues. Il y a le flamand, il y a l'italien, il y a l'anglais des gentils libérateurs. Je suis né en 1939. Hein. Puis il y a l'allemand des méchants allemands, mais ça, jamais. Je ne pouvais pas savoir que l'homme de ma vie allait venir de Germanie. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et je me suis dit, on ne veut me laisser qu'une seule langue. Eh bien, j'en apprendrai encore beaucoup d'autres. Non! Et voilà la réaction tout à fait opposée à celle de mon amie Pasqualina. Et pour terminer sur le sujet, nous avons donc élevé nos enfants en allemand à Liège, francophone. Mais pendant que nous travaillions, c'est ma mère francophone qui s'occupait des enfants. Et c'était absolument une personne, une langue, c'est-à-dire que nos enfants s'exprimaient en allemand avec nous et en français avec ma mère. Et déjà, très tôt, je vois ma petite Gerlinda sur le coussin allongé, à qui je chante « Maman, les petits bateaux ». Mais vous voyez, coussin allongé, donc c'est très tôt. Si vous aviez vu ce regard moqueur, d'un air de dire « fais pas de l'esbrouf, hein, c'est pas ton truc ça hein », elle entendait que je ne chantais pas en allemand, quoi. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, une fois, et je termine par là, elle avait 4 ans, 3 mois, parce que j'ai noté cette histoire-là. Un jour, je rentre d'avoir donné mes cours et ma mère me dit « écoute, il faut que je te raconte. Gerlinda, j'étais en train de repasser à la salle de bain, elle jouait avec son petit lapin, elle lui dit « assieds-toi », puis elle regarde au plafond et elle dit « mais qu'est-ce que ça veut dire s'asseoir ?» Elle cherchait le rapport entre « assieds-toi » et « s'asseoir ». Bon, bref. Et puis elle me dit « dis grand-maman, toi, tu ne parles pas l'allemand, hein ?» Non, je ne parle pas l'allemand. Et le néerlandais. Ah, je l'ai appris à l'école, mais j'ai tout oublié. On considère que je ne parle pas néerlandais. Non. Et l'anglais. Ah, mais ça, j'en ai refait après ma retraite. Mais je considère que je ne parle pas l'anglais. Et ma mère me dit, je vois le regard. On a l'impression de voir les circonvolutions du cerveau qui travaillent. Et la petite me regarde en disant, mais alors, grand-maman, si tu n'avais pas parlé français, tu n'aurais rien parlé du tout. Donc ma question, y avait-il une hiérarchie dans vos langues? La hiérarchie, elle était... Oui, elle était sociale, évidemment, puisque la langue qu'on parle à l'école n'était pas la même qu'à la maison. Et elle était aussi communautaire, puisque... le français était la langue du quartier, voilà. Alors moi, on m'interdisait de parler wallon, parce que c'était pour ma famille, c'était qu'est-ce que c'est que cette langue et moi, j'adorais entendre du wallon, les vieilles personnes parlaient, et j'adorais entendre ça, alors je répétais des trucs, la phrase typique, c'est tout dit les petits qu'on spotch, ce genre de phrase, luche, enfin, j'ai retenu plein de mots en wallon. Et moi, on me disait, ah non, tu vas pas parler wallon, ça, c'est pas possible, tu parles déjà assez de langues. Et le wallon, c'est pas une langue, c'est un dialecte. Et là, je comprenais pas trop la différence. Mais donc, voilà. Mais j'adore le wallon. Et chaque fois que j'entends du wallon, je me dis, oh, c'est merveilleux. Et voilà. Donc, c'était juste la hiérarchie. Mais par rapport aux autres langues, c'était le français, puisque j'étais à l'école en français et tout. Mais à la maison, tout le monde parlait français.
puisque sinon personne ne se serait compris, puisque si tout le monde parlait sa langue, personne ne se serait compris. Donc la langue commune était le français, quoi. Ouais. Je sais pas. Oui, vous êtes italien. Mais- Oui, voilà, c'est un peu. Mais est-ce que... Enfin oui, non, tout le monde n'est pas obligé de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions parmi vous? Non. Est-ce que Nicolas ou Irène veulent ajouter quelque chose? Juste une chose, pour la question de la langue, j'ai vite fait mentionner les faits que je viens d'une famille de côté sicilien, migrée au nord-Italie. Quand je suis grandi en Italie, bien que je parle en italien avec un accent du nord-Italie, mon nom de famille est vraiment un nom fortement sicilien. J'étais aussi... les gens se moquaient de moi à l'école parce que c'était les années 80 en Italie. Il y avait ces mouvements politiques qui existent malheureusement encore, qui s'appelaient les Nord, qui voulaient l'indépendance du Nord, non de Milan capitale. Et donc c'était un moment de racisme envers les gens du Sud, même en Italie. Ça, c'est une chose à dire. À chaque fois qu'on pense à l'Italie, l'Italie est un mosaïque culturel et les Italiens sont racistes même entre eux, Sud et Nord. Tout ça pour dire que Comment? En Belgique ici. Pour des raisons extrêmement différentes, mais oui, on a des similitudes. Mais il y a un concept, je crois, d'un anthropologue qui s'appelle Sayad, de la double absence. Lorsqu'on migre, on est toujours absent dans les contextes d'émigration et dans les contextes d'immigration. Je crois que si je dois trouver un fil rouge parmi les expériences de vous, de vos parents, de nous, Italiens de la nouvelle génération, sûrement plus privilégiés. On est quand même des Italiens, au moins moi et toi. Après, il n'y a pas que des privilégiés, il y a encore des Italiens qui... Peut-être que moi, je me sens privilégié dans la mesure où je suis arrivé en tant qu'Erasmus ici. Mais je n'oublie pas qu'il y a quand même des Italiens, encore que... Quand on part... Moi aussi non plus, je ressens trop de racisme envers moi. Mais je n'oublie pas que la grande partie de la communauté italienne, comme... les données des amis du Casiwo démontrent, la plupart des Italiens qui viennent ici sont vraiment les produits de cette crise structurelle du système italien, sont des Italiens qui viennent ici pour bosser dans l'ORECA et qui n'ont jamais l'opportunité d'apprendre le français, de s'intégrer. Et donc, pour ces gens-là, les racismes existent. Maintenant, je ne pense pas que les racismes soient plus forts ou moins forts que pour une personne d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre religion. Mais après, les racismes n'ont pas de degré. Mais... nous, peut-être, génération un peu smart, étudiants, tout ça, on est une petite... on a eu des privilèges qui, sans doute, ne peuvent pas être comparés avec des gens qui sont venus ici poussés vraiment par la misère. Là, c'était une misère structurelle. Mais la double absence, cette difficulté, cette double absence demeure. Et moi, je ressens ça. Et je ressens ça dans toute itération, dans toute production culturelle, dans tout ça. Moi, je suis une personne fortement obsédée par les mots, par la langue française. Ma copine peut les témoigner parce que je suis obsédé par les mots et la recherche des mots de français, d'idiomes, etc. Mais j'ai accepté, tout comme tu disais tout à l'heure, l'effet que j'ai mon accent. Et c'est la double absence. Et c'est l'originalité qui compte. C'est l'originalité, c'est la péculiarité, il faut l'accepter. Et la double absence, je trouve que, je ne sais pas si on la dépasserait jamais, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà. Créant des mots sur la double absence. Merci beaucoup. Nous allons en rester là pour ce soir. Nous avons la chance depuis peu qu'on peut maintenant boire un verre après la discussion. On en a été privé pendant longtemps, mais donc le bar est ouvert. Pas trop tard parce que nous avons un programme chargé. D'ailleurs, on a quand même... un petit peu aborder cette question-là. Demain, nous accueillons un débat de nos amis de l'UPJB sur le croisement justement de la question du racisme et de la domination de classe. L'intersectionnalisme, donc ce sera un peu en lien. Et tant qu'à faire un peu d'annonce, là on se projette un peu plus loin, mais parce qu'il en était un peu question aussi. Le 8 mai, nous organisons aussi une petite causerie autour de Julos Bocarn, qui a aussi parlé des langues locales et du français. Et voilà, c'est un peu plus éloigné, mais on parlera de langue aussi autour de Julos Bocarn.
Merci.